c'est Rémi d'école à la maison, je vous réponds en vidéo. Alors, je suis abonné depuis peu dans le cadre d'une réflexion de plusieurs années. Vos articles me parlent et je retrouve des faits vécus. Maman, seul médecin attaqué par une école Montessori sans expérience de bienveillance il y a 3 ans lorsque j'ai soupçonné le diagnostic de syndrome d'Asperger de ma fille, aujourd'hui âgée de 12 ans. Une première enquête sociale qui a duré 8 mois au lieu de 3 mois. Sans aucun respect des règles, isolant les enfants âgés de 5 ans et de 9 ans, à l'époque plus de 45 minutes chacun. Oui, ça c'est anormal. Ça va d'ailleurs à l'encontre de la Convention internationale des droits de l'enfance. Vous pouviez le refuser, ça. Au lieu de, malgré ma demande d'être présente du fait de la fragilité psychologique des enfants, alors là, ça c'est une. Si vous en avez fait la demande, ils ont commis une faute grave qui est poursuivable devant les tribunaux. Facilement manipulable à 5 ans et l'autre autiste. Un diagnostic de haut potentiel fait pour le plus petit, en gros une façon différente de fonctionner, une demande de connaissances non remplie par l'école. Après 2 ans d'école Montessori, bonne expérience pour lui, les 3 ans d'école publique, malgré l'intervention des médecins, pour envisager de le faire avancer et expliquer le fait de ne plus rien faire et sa lenteur par un très grand ennui, et donc un endormissement de son fonctionnement, n'ont pas permis de l'aider. Voyons ça. En gros une façon différente de fonctionner, une demande de connaissances non remplie par l'école. Oui. Après 2 ans d'école Montessori, bonne expérience pour les 2-3 ans d'école publique, malgré l'intervention des médecins pour envisager de faire avancer et expliquer le fait de ne pas rien faire et sa lenteur par un très grand ennui. Donc ça c'est les médecins qui expliqueraient le fait qu'il ne fasse plus rien et sa lenteur par un grand ennui et donc un endormissement de son fonctionnement. Ça n'a pas permis de l'aider. Alors bon là-dessus vous me pardonnerez Bérangère, moi j'ai toujours tendance à être assez réactif par rapport à ce qu'on me dit. C'est exprès parce que je crois qu'il est de bon augure en général de secouer les postulats qui nous sont présentés par les mamans, parce que très souvent, c'est en secouant un peu le cocotier qu'on arrive à des réflexions qui remettent en cause les choses. Alors ce que je dis correspond pas toujours à votre réalité, votre vécu, mais au moins ça permet de remuer un petit peu la terre, si vous voulez, et de voir comment les choses pourraient être mieux faites. Alors, sur ce sujet, le fait qu'un médecin vous donne un diagnostic disant « bah oui, il y a un problème parce que c'est un enfant qui est lent et qui a du mal à avancer parce qu'il s'ennuie », c'est fort possible et c'est sans doute très vrai, mais c'est pas en faisant un diagnostic que les choses vont changer. Il faut donc être très vigilant parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de recours au diagnostic, mais il n'en sort rien. C'est-à-dire qu'en fait on est dans la civilisation du constat, mais on n'est pas du tout dans la civilisation de l'action. On a des tas de constats, on a des gens qui parlent beaucoup, des tas de gens qui se plaignent, qui disent que ça va pas, qui vous expliquent comment, qui mettent des noms savants, du grec partout, à tous les problèmes qu'on a. Mais pour ce qui est de faire un plan, là, il n'y a plus grand-chose. J'avais fait une illustration d'ailleurs, je vais vous la montrer parce qu'elle est très caractéristique. Voilà cette image. Et ça s'applique à la vie politique, à la vie sociale, à l'éducation, etc. Au monde de la médecine. Voilà. Vous avez du blabla, des constats, des choses vraies parfois, hein, c'est pas le problème. Hein. Du mécontentement, de la protestation, etc. Mais en face, il y a quoi ? Bah oui, il y a plan, mais le plan c'est un mot, mais il n'y a rien de concret. Du reste, dans une vidéo que j'ai faite en Indonésie, j'explique pourquoi les diagnostics, les bilans et les tests ne servent à rien. Il y a 3 raisons majeures pour ça. Et je vous recommande d'aller la voir, cette vidéo. Vous allez sur le site, dans la fenêtre de recherche, vous tapez bilan, et vous allez voir une vidéo qui s'appelle Bilan des tests, pourquoi ils sont inutiles, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens pas exactement le titre, mais vous verrez en quoi ils ne vous aident pas. En fait, si vous voulez, tout ça vient du fait que, une grande partie de tout ça vient du fait que, si le problème se maintient, c'est parce qu'on a envie de prendre des photos à un instant T d'un problème, et on se bat pour obtenir un diagnostic qui soit juste. Et c'est une bagarre qui dure longtemps. On investit de l'énergie, du déplacement, de l'argent, et il n'en ressort quoi ? Dans le meilleur des cas, qu'un excellent diagnostic. Or, ce diagnostic ne nous sert à rien. D'une part, parce que les enseignants ne changeront rien dans leur manière de faire. C'est pas parce que vous leur posez un excellent diagnostic qu'ils vont pouvoir y faire quelque chose. D'une part, parce qu'ils ne connaissent rien à ce que vous leur racontez. Ils ne sont pas diagnosticiens eux-mêmes. Et d'autre part, parce qu'ils n'ont pas de méthode spécifique pour un enfant qui serait au milieu des autres. Et ils ne vont pas changer parce qu'ils en ont 25 et qu'il y en a un qui est différent. Et puis, par ailleurs,
et c'est ça le plus fort, c'est ce que nous disons, c'est qu'en réalité, votre diagnostic ne change rien aux choses, ou pratiquement rien. C'est-à-dire qu'il va changer 1% ou 2% de ce que vous avez à faire pour votre enfant. Car si vous aimez votre enfant, quel que soit le diagnostic dont il soit affligé, vous ferez toujours à peu près la même chose. Eh oui, très simplement, si votre enfant a un énorme problème, quel qu'il soit, trouble, maladie, carence, trauma, empoisonnement par le passé, tout ce que vous voulez, eh bien, vous devez lui apporter de l'amour et vous devez lui apporter des connaissances, des pratiques et des savoirs relativement à sa demande et à sa capacité à l'ingérer. D'accord ? Ce qui veut dire que, spontanément, vous allez dire, mais il a une carence, il a un problème, cet enfant a souffert ou souffre encore, il faut que je lui donne davantage qu'à un autre enfant. Très bien. Maintenant, supposons que vous avez un enfant qui n'ait aucune carence, aucun problème, et qui soit au contraire plutôt en avance et en énorme demande. Vous allez donc lui donner davantage qu'à un autre enfant. Autrement dit, dans l'un comme l'autre cas, vous allez donner davantage. En fait, si vous étudiez la question à fond, comme nous le faisons depuis 20 ans, on donne davantage à tous les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée qu'on donnerait davantage à un enfant est totalement idiote, puisque tous les enfants ont besoin d'énormément. Il n'y a pas, on donne en fait à tous les avantages, à tous les enfants qu'on aime, on donne davantage qu'aux enfants de l'école, auxquels on ne donne pas grand-chose. Mais tous les enfants qui sont à la maison, diagnostiqués ou pas diagnostiqués, on leur donne énormément de choses. Vous voyez ? La seule différence, c'est qu'on va faire différemment en fonction de ce que nous observons. La capacité de l'enfant à ingérer, sa fatigue relative, la capacité aussi à repousser les limites de sa fatigue en l'entraînant davantage, car il faut bien être conscient du fait que plus on exerce un organisme, plus il se fortifie, plus il est capable. Et donc l'horizon d'un enfant se déploie en fonction des choses qu'on les fait faire. On augmente les performances, et on voit très bien ça au sport. Vous avez un individu, il fait un chrono temps, vous travaillez, il va vous dire oui mais je suis crevé, c'est fatigant cet entraînement. Oui peut-être, mais au fur et à mesure il développe aussi son organisme. Et donc si c'est bien fait, évidemment il ne faut pas l'épuiser, le tuer sous l'épreuve. Mais si c'est un entraînement qui est bien mesuré, ses capacités vont être augmentées et il sera de moins en moins fatigué pour une performance équivalente. Ce qui est tout à fait logique. D'accord ? Plus on se muscle, plus on est capable de soulever les choses. Donc 15 kg ça peut paraître énorme à un enfant de 12 ans, mais si vous lui faites faire ça pendant un certain temps, cet exercice, au bout d'un moment, ça ne lui paraîtra rien du tout, puisqu'il sera capable de les soulever, il passera à 22 kg, puis peut-être à 32. Vous voyez ? Donc c'est une chose, tout ça il faut bien l'avoir à l'esprit, et ça me paraît absolument fondamental. C'est pour moi un préalable avant d'aborder les grandes questions éducatives. Il faut avoir ces trucs en tête, et vous le savez certainement puisque vous êtes médecin. Les enfants sont réfractaires et n'aiment pas qu'on leur dise que la méthode actuelle peut conduire à des drames psychologiques. Les enseignants sont réfractaires et n'aiment pas qu'on leur dise que la méthode actuelle peut conduire à des drames psychologiques. Il y a un échec scolaire chez certains enfants. C'est évident, mais il faut vous dire que les enseignants n'ont aucune formation sérieuse, si vous voulez. Et même les formations qu'on leur dispense détruisent pratiquement tout ce qu'ils avaient d'intéressant et d'exploitable en tant que jeunes gens arrivant dans le milieu de l'enseignement avec plein d'idéal et envie de faire. Cette envie de faire et ces capacités foncières sont largement détruites par les formations qu'ils suivent. Donc ce sont des anti-formations. Bien sûr, tout s'est bien terminé pour cette enquête à laquelle je ne me suis pas opposé, étant donné la méconnaissance des personnes chargées de faire l'enquête, méconnaissance qui aurait abouti à des problèmes d'interprétation visant le parent. Ma fille Asperger est également comprise par les professeurs, rentre régulièrement pleurant, sans les cours, sans les devoirs ou sans avoir compris le moindre mot. Oui, ça c'est un problème de compétence de l'école. Après, il faudra qu'on reparle de ça. Mais pour l'instant, déjà, restons-en là. Je suis donc amené à refaire chaque cours en mind mapping ou en images, parfois à 22 heures avec des notions à faire comprendre alors que celles de l'année précédente ne sont pas acquises. Bon, alors ça, c'est pas forcément très adroit parce que d'abord, cet enfant, elle a besoin de dormir, il faut se coucher tôt, le sommeil, c'est le premier des trésors. Sans sommeil et sans un bon sommeil, l'enfant ne peut pas apprendre, ça sert à rien. Je dis souvent, d'ailleurs, je le dis en page d'accueil, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout le bio que vous voulez, toute la naturopathie que vous voulez, les huiles essentielles, et avec ça l'homéopathie et tout ce que vous voulez, et le yoga et compagnie. Si votre enfant est crevé, et s'il est stressé, ça sert à rien. Je suis 90% et davantage de l'efficacité de tout ça ne vaudra que,
90% du problème, c'est d'abord le sommeil et le moral de l'enfant, et l'alignement cœur-cerveau pour aller un peu plus loin. Donc le bio sert à rien chez quelqu'un qui est profondément mal dans sa vie et qui est crevé. Ça sert à rien du tout. Enfin, ça travaille à la marge, si vous voulez. Voilà. Alors donc le sommeil, bon, il va passer avant. Il vaut mieux qu'elle travaille moins du ciboulot et qu'elle dorme davantage. Ça sera à mon avis plus intéressant. Et ensuite, ce problème-là, c'est très simple. Il faut reprendre au niveau où elle en est réellement. Et j'insiste bien là-dessus parce que vous ne faites pas à quelqu'un qui vient vous demander dans la rue comment on fait pour aller à la gare, vous ne lui faites pas faire un trajet qui partirait d'un autre endroit que celui où vous êtes. Vous ne lui dites pas, monsieur, vous partez mal là, pour aller à la gare, c'est pas du tout d'ici qu'il faut partir d'ailleurs. Oui, ça n'a pas de sens. Vous allez lui dire, ah ben d'ici, vous allez prendre tout droit, puis à gauche, puis à droite, puis vous traverserez le pont, etc. Donc, autrement dit, une bonne pédagogie part toujours dans l'endroit où se trouve l'individu. De même pour l'instruction. Donc une instruction, vous repartez du niveau où elle est. Et si elle est au niveau le plus bas dans telle ou telle matière, ça n'a aucune importance. On peut très bien avoir des enseignements disparates au départ. Ça n'a aucune importance. Il n'y a pas, on n'attend pas l'enfant à un certain niveau, à un certain âge. Ça c'est un mythe qu'entretient l'école, mais c'est faux. On peut très bien démarrer des études à 12 ou 15 ans, de même qu'on peut passer son bac à 12 ou 15 ans. Donc c'est pas un problème. Donc c'est une question de savoir-faire, et si vous voulez que l'enfant aille loin et aille haut, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de trou noir dans son passé scolaire, dans son instruction. Donc on reprend tranquillement. On reprend tranquillement tout ce qui n'a pas été bien vu. Et s'il faut faire des tables de multiplication, on les fait. C'est pas un problème. On prend le temps qu'il faut. S'il faut que ça prenne, si ce rattrapage prend 2 ans, c'est pas un problème. Parce qu'une fois que l'enfant aura bien rattrapé, sera sûr de lui, aura confiance en lui, vous allez voir que les apprentissages iront beaucoup plus vite. Vous pouvez très bien faire une année scolaire traditionnelle en 3 mois. C'est pas difficile. Nous, on y arrive très très bien avec des enfants pour lesquels nous avons d'abord fait une étape de rattrapage. Nous avons décidé avec mon fils qui ne veut pas aller à l'école depuis le premier jour d'écrire l'école comme une prison pour enfants. Bon, bah, vous voyez, là, vous avez un symptôme extrêmement clair, qui est sage par peur de la punition et qui s'ennuie et va dans la lune, donc ne fait plus rien. Allez voir donc, s'il vous plaît, concentration également sur le site. Vous tapez concentration, vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Et donc ne fait plus rien. Et ma fille, soumise à la mise en échec par manque de volonté des enseignants ou de capacité de s'adapter au handicap et aux isolements du parent, qui connaît parfaitement le fonctionnement de l'enfant, isolement au collège, pas d'amis, à cause de la différence du côté chelou, comme ils disent. Oui et non, parce qu'un vrai ami, il ne regarderait pas à ça. Donc en fait, c'est pas de camarade, vous voulez dire. Vous voulez dire pas de camarade. Alors nous, on ne cherche pas les camarades. C'est pas, enfin c'est bien les camarades, hein, c'est sympa, mais le plus important, c'est d'abord d'avoir un vrai ami. Un vrai ami. Un vrai ami vous sauve de tout et vous n'avez plus besoin de personne d'autre en fait. Alors 1 ou 2, si vraiment vous êtes très 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 fortuné, la bonne fortune frappe à votre porte, vous avez 2 amis, c'est extraordinaire d'avoir 2 amis. 2 amis qui sont capables de traverser le monde pour venir vous voir en cas de problème. Eh bien ça c'est très précieux. Donc l'enfant il a besoin d'1 ou 2 amis. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un ami ? Eh bien on ne compte pas sur l'école. Parce que si vous comptez sur l'école, eh bien vous considérez que l'école, la société en général se charge de tout, s'occupe de vous. Eh bien, ça donne ce que vous voyez. Si la société s'occupe de vous pour tout, vous êtes cuite. Nous avons tous été convaincus que la société allait nous fournir la santé, les opinions, le travail, les amis. Formidable. Oui, mais seulement ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc il faut faire l'inverse. Il va falloir prendre ses distances de la société et aller chercher nous-mêmes nos amis. Comment est-ce qu'on fait pour se trouver des amis ? C'est un sujet que nous abordons dans un chapitre qui s'appelle Amis. Vous tapez Amis et je ne sais plus exactement le titre de l'article, mais vous allez voir des choses intéressantes à ce sujet. Aucun problème pour se trouver des amis pourvu qu'on ait décidé de le faire. Un vrai ami. De faire l'école à la maison, privilégier des activités pour faire des rencontres en lien avec des points communs et non l'âge. Très bien. Déjà une piste là. Avec des points communs et surtout, vous allez le voir, surtout des activités. Parce qu'on ne se fait pas des amis en discutant pendant des heures et des heures. Chez la bonne copine, on est sur son lit, puis on parle des garçons, on parle de c'est pas ça les amitiés. C'est pas ça. Ça, c'est des copines avec lesquelles on brise à arriver à un certain âge où on prend ses distances, parce qu'il n'y a rien en commun en fait que des bavardages, des discussions, qui sont sans doute nécessaires pour les enfants. Il faut bien qu'ils se parlent, il faut qu'ils disent des choses. Mais attention à ça aussi, parce que ça fait beaucoup. C'est une existence d'êtres humains qui jaugent beaucoup les choses par la pensée et qui n'ont pas fait beaucoup de choses de leurs mains. Or, ce dont on a besoin, ce sont d'adultes accomplis. Les adultes accomplis, ce sont des gens qui ont réalisé des choses.
C'est cela qu'il faut pour nos enfants aussi. Dès le plus jeune âge, les enfants doivent avoir des pratiques, de bonnes pratiques. Et de bonnes pratiques rapprochent énormément les enfants, parce qu'ils ont affronté des difficultés ensemble, des échecs, etc. C'est ça qu'il faut pour les enfants. C'est le vrai trésor de l'humanité, de la société. Ce sont des gens qui ont des savoir-faire. Des savoir-faire. Et des savoir-faire qui, bien sûr, s'adossent à de grandes vertus. Mais les grandes vertus, elles viennent d'abord parce que ce sont des êtres qui sont établis en nous-mêmes, et un être n'est établi que quand il est passé par des pratiques. Ce n'est pas des raisonnements universitaires qui amènent de grands personnages, au contraire, parce que ça amène souvent à des hérésies. Toutes les hérésies modernes, elles sortent des villes, en général, et des universités. On peut étudier ça, moi je me suis intéressé à la question pendant des années, mais en fait, les grandes hérésies modernes viennent de gens qui pensent, qui ont passé leur vie à penser. Et c'est extrêmement dangereux. Les partis communistes chinois, par exemple, Mao Tse-tung, etc., il le disait lui-même, tous les communistes chinois du démarrage, c'était des mandarins, c'est-à-dire des enfants de bourgeois. Il n'y a pas un seul là-dedans qui travaillait, pas un seul ouvrier. Si vous regardez le fondement, les fondations du Parti communiste français, le journal de l'Humanité, il n'y a pas un seul ouvrier, il n'y a pas de gens de travail, il n'y a pas d'artisans, il n'y a pas de commerçants. Enfin, il y a des très très gros commerçants, bien sûr, des banquiers, etc., mais il n'y a pas de gens de savoir-faire. Voilà. Donc c'est très très dangereux de laisser un enfant évoluer sur une cour de récréation où il échange des idées, beaucoup de jugements, beaucoup d'évaluations, beaucoup de jugements à l'emporte-pièce, de certitudes, d'opinions. C'est extrêmement dangereux. C'est ce qui nous conduit à cette société de fous. On ferait bien mieux de se calmer et de retrouver la valeur de l'individu par, notamment, des pratiques et des savoir-faire. Des pratiques et des savoir-faire. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire comme l'ont fait les communistes à une époque, arrêter tous les intellectuels et privilégier le travailleur, entre guillemets. C'est pas du tout ce que je dis. D'ailleurs la notion de travailleur telle que le voit le Parti communiste n'a rien à voir avec des savoir-faire. Pas du tout. Ce sont les gens qui sont inféodés à la machine et à l'outil productiviste, donc c'est pas du tout ça. Le savoir-faire, ça n'a rien à voir. Mais bon, ça, c'est un sujet très intéressant, on pourra en reparler. Mais je repense toujours à ce vieux seigneur japonais qui avait été un grand guerrier toute sa vie et que les visiteurs venaient voir, et systématiquement, quand ils traversaient le jardin, ils demandaient leur direction au vieux jardinier qui était là avec un peu de mépris. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était lui, le jardinier, c'était lui le grand seigneur. Et très peu de gens étaient capables de voir dans cet homme de savoir-faire et d'humilité le grand seigneur. Ils n'en étaient pas capables parce qu'il venait avec des idées, des opinions, des rangs, des titres, une manière de voir l'individu qui était telle que ça le rendait invisible la vraie grandeur du bonhomme. Bon, enfin bref, je m'arrête là parce que je vais finir par vous ennuyer. Grâce à tous vos articles, je me prépare mentalement à annoncer aux établissements les inscriptions de mes enfants de l'école. Oui, vous les sortez de l'école un beau matin, enfin vous les sortez pas d'ailleurs, vous ne les envoyez pas à l'école tout simplement. Je suis en attente pour les cours Griffon pour un CE2, inscription pour lundi 17 juin et une association cours Griffon, cours Pi pour ma fille en 4e l'année prochaine avec un retour en arrière dans certaines matières comme vous précisez qu'il est parfois nécessaire de faire. Oui, très bien. Peut-être que 2 cours seraient un peu onéreux pour vous. Ce que vous pourriez faire éventuellement, c'est cours Griffon plus des cours gratuits comme nous en avons dans l'accompagnement. Dans les cours gratuits, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin. Alors pourquoi pas cours Pi, mais j'ai peur que 2 ce soit trop. J'ai aménagé mes horaires de travail 6 jours par mois, en dehors de la maison, et débute la téléconsultation en juillet de mon domicile à des horaires un peu décalés. D'accord ? Très bien, intéressant. Ça, si vous pourriez nous en parler, on en parlerait aussi à des mamans. Je pense qu'en effet, ça peut être intéressant de travailler de chez soi, c'est ce que nous préconisons, mais je ne connais pas trop la téléconsultation. Nous connaissons bien les activités sur Internet, mais pas tellement ça. Donc si vous avez des éléments, ça nous intéresse. Je pense que par exemple, vous, dans votre métier, vous avez des tas de choses à dire, et vous pouvez le faire depuis chez vous. L'organisation de la journée est prévue et le lieu sera dans le salon en suivant vos conseils. Peut-être par la même table, ma fille ayant besoin de concentration. J'espère que... Oui, mais ça, on en parlera. J'espère que cela se passera bien et que je n'aurai pas à nouveau d'informations préoccupantes pour ce qui est la prédilection de cet établissement. Dès qu'un parent isolé décide de sortir d'un moule dramatique, des enfants en demande de vivre et représentent un rythme qui est le leur. Il n'y aura pas de problème puisque nous avons tout ce qu'il faut pour parer à des signalements de ce genre. Donc pas d'inquiétude. Je relis les lois que vous citez afin de répondre au tac en parade. J'ai le soutien d'un professeur d'un ancien collège qui lui se bat pour prouver que d'autres méthodes, même en public, sortent les enfants de l'échec et leur redonnent confiance. La seule classe qui accueille les enfants détruits par l'étiquette TDAH, précoce, dyslexique.
Ma fille a pu en faire partie grâce au médecin scolaire. J'avais respiré 1 an avant de retourner dans l'ignorance et l'arrogance parfois du collège. D'accord. Bon, très bien. D'accord. Les enfants comptent mais les jours avant la fin de l'année et ont hâte de faire cette expérience. Nous gardons... Oui, bon d'accord, peut-être que vous pouvez anticiper. Pourquoi attendre? Nous gardons le silence autour de nous, les jugements des proches ayant déjà commencé. Allez voir... Ça, c'est très fréquent. Allez voir sur le site Réaction, petite vidéo que j'ai faite à ce sujet. J'ai essayé de prendre contact avec des familles de Savoie, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Alors, il y en a, mais elles se cachent souvent. Hein. Alors, c'est pas toujours facile. Voilà notre histoire. Je suis motivé, prête à démonter les arguments d'une assistante sociale. Elle a répondu à mon fils lorsqu'il a dit qu'il voulait faire l'école à la maison, car avec maman c'était amusant, que ce n'était pas possible. Ah bon? Eh bien, il faudrait qu'elle le démontre. Dans ces cas-là, quand vous avez un fonctionnaire qui vous dit quelque chose comme ça, vous dites, madame, monsieur, soyez assez aimable pour me sortir à présent l'extrait du journal officiel que vous citez là actuellement. Vous dites que ce n'est pas possible. Sortez-moi l'extrait du journal officiel, la loi. Pas un décret, pas une circulaire administrative, pas un code de l'éducation. Je veux la loi qui m'est seule opposable, c'est-à-dire le journal officiel. Où est-elle? Vous ne l'avez pas, je vous mets en demeure de me l'envoyer dans les meilleurs délais. Vous venez de me dire ça, c'est une information de la part d'un fonctionnaire. Je vous mets en demeure de m'envoyer dans les meilleurs délais cette information. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de leur dire ça. Les gens qui parlent comme ça, et c'est ce que j'encourage de faire, j'encourage les mamans à être beaucoup moins dans la soi-disant bienveillance, vous savez, cette espèce d'ambiance générale où tout le monde s'embrasse sur la bouche pratiquement, et puis ça tourne en catastrophe et en procès et en haine et en guerre avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce qu'on est beaucoup trop familier et on n'est pas capable d'avoir la juste distance vis-à-vis des autres. Alors je dis, vous savez, maman, les veuves de 14, on ne leur tapait pas dans le dos en rigolant comme ça. Elles avaient un quant à soi tel que personne ne se permettait de leur dire des choses de travers ou de fausses informations parce qu'elles donnaient l'apparence de femmes très très austères et parfois sévères. Et elles avaient cette apparence à l'extérieur parce qu'elles étaient dans la nécessité de le faire étant donné qu'elles n'avaient rien pour les défendre. N'ayant plus de mari, pas de RSA, pas de sécurité sociale, pas de machine à laver, donc beaucoup de travail, pas de supermarché où on fait toutes les courses en un seul coup et puis on a fini en 2 heures, beaucoup de travail manuel à faire, etc. Donc il ne s'agissait pas de rigoler, il fallait faire les choses. Et on ne pouvait pas se faire promener et perdre du temps avec des gens qui n'en valaient pas la peine. Donc on avait une sorte de quant à soi qui faisait de ces femmes des femmes fortes et respectées. Non seulement respectables, mais respectées. On ne se permettait pas de leur parler sur n'importe quel ton. Alors, ces femmes aussi, elles avaient une certaine rigueur. Et elles n'hésitaient pas à dire à des personnes qui leur racontaient n'importe quoi, monsieur, madame, je ne vous permets pas de me raconter des histoires. Si vous avez la certitude de ce que vous dites, vous me le démontrez, sur le champ. Sans quoi vous vous abstenez. Et quand on parle comme ça, vous avez le fonctionnaire, ils font demi-tour, ils vont s'attaquer à quelqu'un d'autre parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui ne va pas se laisser faire et qui est capable de leur amener de gros soucis. Parce que les fonctionnaires aussi ont peur, il ne faut pas avoir d'illusions à ce sujet, ils ont peur. Ils ont peur en particulier que leurs collègues se moquent d'eux, les tournent en ridicule, parce qu'ils se sont fait ramasser devant un tribunal administratif, où ils ont eu un blâme, etc. Ils ont horreur de ça, parce ils risquent pas grand-chose, c'est vrai, ils risquent pas grand-chose, mais ils ont très peur du qu'en dira-t-on et de la manière dont on va les considérer dans leur métier. Et puis ils ont peur pour leur carrière aussi. Ils n'aiment pas tellement avoir des blâmes, ça coûte rien en argent, mais ils ont peur pour leur carrière. Alors il ne faut pas avoir peur de leur dire et de leur montrer qu'on est capable de monter au créneau. Maman est seule et travaille pour refaire des cours adaptés, des heures de cours de soutien et d'application concrète des leçons. Heureusement, mon fils... Pardon, j'ai loupé une ligne. Maman est seule et travaille et n'est pas enseignante. Inadmissible. Cela fait 10 ans que je pallie les lacunes du système par des heures de travail personnel pour refaire des cours adaptés. Ah oui, c'est elle qui dit ça, oui, d'accord. Bah oui, mais là vous lui répondez, en effet, je ne suis pas enseignante, mais ça vaut certainement mieux, puisque les enseignantes obtiennent des résultats absolument catastrophiques selon les études, en particulier PISA. Parce que les 47% d'illettrés à l'entrée en 6e, est-ce normal? 1 sur 2. Parler d'une réussite. Or, aujourd'hui, les mamans qui font l'école à la maison ont une meilleure réussite que ça, bien meilleure. Alors, heureusement que je ne suis pas enseignante, parce que je ne voudrais pas qu'on m'assimile à ce fourgon de gens qui n'ont aucune espèce de compétence et qui s'en moquent et qui, en plus, violent la loi, puisqu'ils ont l'obligation d'enseigner les enfants, ils ne le font pas. Or, théoriquement,
Les gens qui n'enseignent pas les enfants, qui faillissent à leur mission, sont passibles des tribunaux, 7 500 € d'amende et des peines d'emprisonnement. Et on ne les voit jamais, quoique toute une génération et plusieurs générations aient été largement échouées par un système incapable, ou largement incapable. Et donc, vous avez fait ce qu'il fallait pour rehausser le niveau, des heures de soutien et d'application concrète de leçons. Heureusement, mon fils n'a pas répliqué. Il a été envoyé chez le psychologue scolaire sans mon autorisation. Oui, ça, vous n'avez pas à l'accepter. Là, c'est pareil, vous devriez porter plainte. C'est illégal. Il ne parle plus de cela. Heureux de profiter de ces séances pour rater l'école et les colères. Mais c'est très bien, il a raison. Et les colères et critiques de la maîtresse. Il se garde bien de dire qu'il s'ennuie, je pourrais être rendu responsable. Je reste sereine, cependant je sais grâce à vos articles que je suis dans mes droits et que je peux sauver mes enfants, leur redonner goût à la lecture, à l'apprentissage et développer leur sens esthétique. Bien sûr, vous allez le faire, évidemment. Tout le monde de la liberté va se déployer devant vous, vous allez voir. Hein, c'est la parole, vous secouez la poussière de vos sandales et vous éloignez, et tout ça n'est que poussière. Et vous allez l'oublier, et il y a tout le reste de l'horizon à découvrir. Merci de ce que vous faites, je ne rate pas un message. Merci Bérangère, voilà pour cette réponse. Merci pour ce que vous faites pour vos enfants. Et puis, si vous le souhaitez, eh bien, on peut encore en parler. Voilà, à très bientôt. Au revoir.